Bonjour. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Dans les dernières semaines, les gens me demandaient si j'avais hâte au 4 juin. Je leur répondais, j'ai hâte au 5 juin. Cette journée va être bien remplie et nous alimentera en réflexion, en connaissance aussi. Elle sera riche en échanges. Je commencerai par saluer la présence de certaines personnes, à commencer par mes collègues députés du Bloc québécois, que je ne nommerai pas un par un. Il y en a plusieurs dans la salle, il y en a quelques-uns qui nous regardent en Zoom présentement, mais je vais vous demander de vous lever, les collègues, s'il vous plaît, parce que vous m'avez enduré pendant des semaines à vous parler de ce colloque, à vous demander votre aide. Et je vous remercie tous et chacune sincèrement pour le soutien que vous m'avez apporté dans l'organisation de cette journée. Salutations aussi à vos équipes qui sont présentes sur place. Je souligne la présence de M. Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois. M. Duceppe, c'est toujours un honneur. M. Duceppe sort toujours accompagné de son fan club. Quelques anciens députés du Bloc dont j'aimerais saluer la présence et souligner la présence. Réal Ménard, ancien député d'Hochelaga. Mélie Faye, ancienne députée de Vaudreuil-Soulanges. Josée Baudin, ancienne députée de Saint-Lambert, qui est en haut à l'estrade. Et des salutations particulières à celles et ceux qui ont accepté avec générosité et ouverture de participer à la discussion d'aujourd'hui. Quelques-uns sont déjà parmi nous. Je souligne la présence de Joseph Facal, professeur titulaire à HEC Montréal et chroniqueur à Québécois. Madame Geneviève Tellier, qui est professeure à l'École politique de l'Université d'Ottawa. Monsieur Charles Leblanc, professeur titulaire au département de français et de philo à l'Université d'Ottawa. Nous aurons également la chance d'avoir avec nous un petit peu plus tard dans la journée, et je les représenterai de la façon adéquate, Monsieur Louis-Philippe Lampron, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, et Madame Nadia El-Mabrouk, qui se joindra également à nous, qui, elle, est professeure à l'Université de Montréal également. Mathieu Bock-Côté, qui nous parlera un petit peu plus tard dans la journée, directement de Paris, où il se trouve, par visioconférence. Et nous aurons également la présence d'une personne très intéressante, un éditeur, M. François Doucet, qui est éditeur aux éditions ADA, qui est la maison d'édition qui a publié le livre Hansel et Gretel, qui n'a pas, je pense, besoin de beaucoup de présentations dans le contexte d'aujourd'hui. Chers amis, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter celui dont je n'ai pas encore souligné la présence, mais je m'attends à un tonnerre d'applaudissements pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je ne referai pas les salutations, à très peu d'exceptions près, bien sûr, estimés collègues et amis de la Chambre des communes de ce temporaire pays, le Canada. Mon prédécesseur, mais surtout désormais ami Gilles Duceppe. Et présence surprise de Réal Ménard, que de vieux souvenirs. Nous siégeâmes ensemble jadis au Comité national des jeunes du Parti québécois.
Ce qui tire un peu le tapis sous les pieds de la présentation que je voulais faire de mon ami Joseph, que je connais et que je me permets de dire qu'il est un grand ami depuis maintenant 34 ans. Et on ne peut pas tout gagner dans la vie, mais entre Réal, Joseph et moi, eussions-nous démarré une course aux cheveux blancs, je suis content de dire que je l'aurais perdu à date. Vous connaissez déjà, parce que je ne m'en cache pas, l'énorme respect que j'ai pour Joseph, outre l'amitié qui nous rapproche depuis d'assez nombreuses et révélatrices années. Joseph vous présente toujours, et je n'ai aucune idée de ce qu'il dira, les éléments avec une logique, un argumentaire et une absence complète d'autocensure intellectuelle. Avant même le propos, n'est-ce pas l'essence même d'un colloque sur la liberté d'expression, en particulier la liberté académique. C'est le sens de notre présence. J'avais rencontré en 2019 Madame El Mabrouk dans le Vieux-Montréal. Dîner singulièrement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord sur tout, mais on était assurément d'accord sur l'intention d'à peu près tout. Et je me suis dit, en sortant de là, Yves-François, arrange-toi pour faire attention avant d'être en désaccord avec elle. Je m'attends à des échanges intéressants. Mathieu Boccoté sera des nôtres de Paris. Vous avez dû voir La Tempête. La Tempête, mais même si Mathieu, qui est une amitié plus récente, et moi, avons sur certains sujets des différences de vue. D'abord, ce serait plate de ne pas avoir de différences de vue avec Mathieu, parce que si tu n'as pas de désaccord avec lui, tu ne l'allumes pas. Il faut l'allumer, parce que quand il part, bon, il est plus facile à partir qu'à arrêter, mais quand il part, il est sûr d'interpeller le cerveau à la bonne place, et encore une fois, sans complaisance, sans compromis et sans peur. La peur n'étant pas quelque chose que ses adversaires idéologiques ignorent. Les gens ont souvent peur de ce qu'il va dire. Et savez-vous qu'il y a des gens qui auraient pu être de notre colloque, outre ceux qui y sont, que je n'ai pas encore le plaisir de connaître, mais que je connaîtrai au gré de nos travaux, il y a des gens qui ne sont pas des nôtres. Parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait surtout pas participer à un colloque sur la liberté d'expression au Bloc québécois. Mais quelle ironie, mes amis! Mais quelle ironie! Je nous invite à penser tout haut. Avec, pas une absence complète de petite gêne, mais avec une franchise, une sincérité, une détermination, un courage. Un courage qui nous permettra de mettre au défi le consensus idéologique dont on veut nous faire croire qu'il existe, alors que moi, je pense que chez une grande majorité de Québécoises et de Québécois, il n'existe pas. Je ne crois pas un seul instant que certaines des valeurs qu'on veut nous imposer et certaines des valeurs auxquelles on s'oppose de l'autre capitale étrangère, je ne crois pas que les valeurs d'Ottawa soient celles de Québec, ou plus largement, du Québec. Mais je crois qu'il est toujours sain d'en parler. Parlons un petit moment diversité. Je ne connais personne qui soit hostile à l'idée de diversité, de genre, d'origine, de religion, de langue, de toute espèce d'élément qui définit la singularité de toutes et tous et chacune et chacun. Personne n'est contre ça. C'est une diversité individuelle qui nous définit. Mais on oublie que la diversité est aussi une richesse lorsqu'elle s'exprime collectivement. La diversité collective a des racines qui remontent à infiniment loin dans le temps.
Les racines de la diversité culturelle, de la diversité générale, de la diversité des groupes, des communautés, des ensembles de gens, s'inscrit depuis toujours dans la géographie, dans la culture et souvent dans la langue, qui sont des attributs qui se vivent en groupe, collectivement. Réduire la diversité qui s'exprime par la voix des peuples et des nations, c'est réduire la diversité en général. Ce n'est pas contributif à la diversité que de l'atomiser au point qu'il n'existe de diversité que si elle est individuelle. Il y a peut-être là des réflexions à travailler. La disparition, l'affaiblissement, la mise en péril de nations, de cultures ou de langues n'est pas une contribution à la diversité. J'en prends pour preuve la bataille que nous devons faire auprès de nos sœurs et de nos frères des Premières Nations, qui, dans plusieurs cas, ont déjà vu disparaître leur langue et doivent se battre au quotidien pour la singularité de leur culture et de leur reconnaissance comme nation. Quelle irresponsabilité ce serait pour une nation qui aspire à sa reconnaissance de ne pas l'offrir à d'autres nations, de façon pleine, entière et sans condition. Il existe un élément, peut-être plusieurs, mais au moins un élément qui appartiennent à la culture mondiale. La science. La connaissance et la science. Et là, vous allez dire, la science, est-ce que c'est pas plus un truc occidental? Il serait très ethnocentrique que de prétendre que la science est le propre de l'Occident. Vous écrivez sur du papier que vous devez à la culture traditionnelle Han de Chine. Vous calculez avec des chiffres arabes et vous utilisez un alphabet latin. La connaissance et les assises de la science sont planétaires. Et aussi, dans une certaine mesure, la méthode. La science peut se tromper, elle peut évoluer, elle peut avoir cru quelque chose dans le passé qui ne correspond plus à la connaissance scientifique aujourd'hui. S'il est possible que la connaissance se trompe, s'il est possible que la science se trompe, il n'est pas admissible que la science mente. Il n'est pas admissible qu'on dicte à la science ce que seront ses conclusions, éventuellement véhiculées dans des classes par des enseignants, par des professeurs. Par nature, la science doit être libre. On ne sélectionne pas la connaissance et la science sur une base idéologique. On ne sélectionne pas les projets de recherche et les chercheuses et les chercheurs sur la base d'a priori idéologiques. On ne cherche pas à dicter la conclusion. Un mot à la mode ces derniers jours, le mot « véhicule » semble occuper un certain espace. Le véhicule de la connaissance et de la science, le projet de recherche, la chercheuse ou le chercheur, les professeurs doivent être libres. Bien sûr, la science n'est pas exempte d'un certain « ah ben coudonc, je m'étais trompé ». La science procède d'une méthode en vertu de laquelle on définit une hypothèse. Définir une hypothèse donne le goût d'avoir un petit peu raison, mais oblige le chercheur ou la chercheuse à admettre la possibilité
que l'hypothèse initiale ne soit pas confirmée ou validée en fin de processus. Cette capacité, ce droit à l'erreur dans la formulation d'une hypothèse est intrinsèquement lié à la nature de la science et de la connaissance. Intrinsèquement. Alors, contraindre la conclusion d'un exercice de recherche et, conséquemment, d'enseignement à une conclusion écrite, dictée ou présélectionnée à l'avance ne sert pas la société, ne sert pas le bien commun, ne sert pas la diversité. Imaginons que tout ce que je viens de vous dire là est une hypothèse. Ça se peut que je me trompe. Je suis capable de me planter totalement. Alors, réfléchissons, voyons si nous validons ou invalidons l'hypothèse. Alors, mes chers amis, au travail. Merci.